Lors de la réunion pour la succession, ma sœur a déclaré avec assurance, « Maman et papa me donnent les 8 maisons de location en Floride. » Rose, dommage. Tu n'auras rien. Tout le monde a applaudi. J'ai simplement souri et dit, « Papa, tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas ?» Il s'est figé, comme si son cœur venait de lâcher. Ma sœur a crié, « Non, quoi ?» La salle de conférence de Patterson et Associés ressemblait à un tribunal, où j'avais déjà été condamné. Ma sœur, Angela, était assise en face de moi, vêtue d'un blazer de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Ses ongles manucurés tambourinaient sur la table en acajou. Nos parents l'entouraient comme des gardes du corps, maman avec son expression pincée de déception à laquelle j'étais habitué, et papa évitant complètement mon regard. « Commençons », dit Monsieur Patterson en ajustant ses lunettes cerclées de fil. C'était un homme corpulent, d'une 60aine d'années, qui gérait les affaires juridiques de notre famille depuis des décennies. J'ai préparé les documents de planification successorale, comme demandé. Angela se pencha en avant, vibrant presque d'impatience. Elle avait envoyé des textos pendant toute la réunion, racontant probablement à ses amis du country club l'aubaine qui l'attendait. Les propriétés locatives de Floride appartenaient à notre famille depuis 30 ans, acquises à une époque où les biens en bord de mer à destin étaient encore abordables. Maintenant, elles valaient des millions. Avant de continuer, poursuivit Monsieur Patterson, je souhaite confirmer le plan de répartition. Gérald et Patricia, vous attribuez les 8 propriétés locatives de destin à Angela, Rose ne recevant rien. Angela l'interrompit, sa voix trébuchant de satisfaction. Rose n'obtient absolument rien, car elle a été une fille ingrate qui a abandonné cette famille. Maman hocha la tête d'un air approbateur. Papa bougea, mal à l'aise, mais ne dit rien, ce qui était en quelque sorte pire qu'un accord. Ma gorge se serra, mais je gardai une expression neutre. Des années à être la déception de la famille m'avaient appris à masquer la douleur. J'avais quitté la maison à 19 ans pour poursuivre des études de journalisme, au lieu de rejoindre l'entreprise immobilière familiale. Cette décision m'avait marqué au fer rouge comme une traîtresse à leurs yeux. En fait, dit Monsieur Patterson avec précaution, il n'y a aucune disposition pour Rose dans le projet actuel. Les biens seraient entièrement transférés à Angela à votre décès. Parfait, dit Angela avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est exactement ce dont nous avions discuté. Rose a fait son choix quand elle a décidé qu'elle était trop bien pour cette famille. L'injustice de la situation me brûlait. C'est moi qui avais rendu visite à grand-mère Edna chaque semaine avant sa mort. C'est moi qui avais aidé maman après son opération, il y a 2 ans, pendant qu'Angela était en vacances en Toscane. Mais l'amour n'avait pas d'importance dans cette famille, seule comptait la loyauté envers l'entreprise familiale. Eh bien, dis-je doucement, si c'est ce que vous avez décidé. Les yeux d'Angela se plissèrent. Elle s'attendait à ce que je me batte, que je supplie, que je lui donne la satisfaction de mon désespoir. Quand je ne le fis pas, la confusion traversa son visage. C'est tout ? Insista-t-elle. Pas de discours pathétique sur l'équité ? Pas de larmes sur le fait que tu mérites quelque chose ? Je la regardai droit dans les yeux. Est-ce que ça changerait quelque chose ? Non, dit papa, prenant enfin la parole. Sa voix était bourrue, sur la défensive. Tu as fait ton lit, Rose. Tu as choisi ta carrière plutôt que ta famille. Quelque chose de froid s'installa dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas seulement d'héritage. C'était une punition, pour avoir osé être différente, pour avoir refusé d'être façonnée selon leur vision du succès. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien à dire. Je me levai en prenant mon sac. Papa, tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas ? Les mots sortirent calmement, presque sur le ton de la conversation, mais quelque chose dans ma voix fit pâlir le visage de papa. Sa main agrippa la coudoir de sa chaise, ses jointures blanchissant. Non, quoi, exigea Angela, sa voix stridente. De quoi parles-tu ? Je regardai mon père, observant la prise de conscience poindre dans ses yeux. Il savait que je ne bluffais pas. 30 ans à être sous-estimé m'avaient appris la patience, m'avaient appris à observer et à écouter, pendant que tout le monde me considérait comme insignifiante. Les propriétés, dis-je simplement. Les propriétés de destin. Qu'est-ce qu'elles ont, lança maman. Ce sont les propriétés de Gérald, achetées et gérées par cette famille pendant 3 décennies. Tu n'as aucun droit sur elles. Vous avez raison sur un point, concédai-je.
Elles ont été achetées il y a 30 ans. En 1995, pour être précis. Tu te souviens comment tu les as acquises, papa? La mâchoire de papa se serra. Des perles de sueur apparurent sur son front, malgré la climatisation. De quoi parle-t-elle? Angela nous regarda tour à tour, sa confiance chancelante. Les propriétés, continuai-je, ont été achetées avec un prêt de grand-mère Edna. 200 000 € qu'elle a pris sur ses économies, les économies de toute une vie, pour aider son fils à se constituer un portefeuille immobilier. C'était un cadeau, protesta maman, mais sa voix manquait de conviction. En fait, non. Je sortis un dossier de mon sac et le posai sur la table. C'était un prêt officiel avec des conditions, attesté par l'avocat de grand-mère Edna, Martin Goldberg. L'accord stipulait que papa rembourserait le principal, majoré d'un intérêt annuel de 3%. Il devait commencer les remboursements en 2000, soit 5 ans après le prêt initial. Monsieur Patterson se pencha en avant, sa curiosité professionnelle piquée au vif. Puis-je voir ces documents? Je les fis glisser sur la table. Angela les attrapa la première, ses yeux parcourant frénétiquement les pages. C'est. Siffla-t-elle. Pourquoi grand-mère Edna aurait-elle eu besoin d'un contrat de prêt officiel avec son propre fils? Parce qu'elle était intelligente, dis-je. Elle comprenait les affaires. Elle comprenait aussi que l'associé de papa à l'époque, l'oncle Frank, n'était pas digne de confiance. Elle voulait s'assurer que son investissement était protégé. Le silence de papa était assourdissant. Maman était devenue pâle, fixant les documents comme s'ils allaient s'enflammer. Ça n'a pas d'importance, dit Angela en jetant les papiers. Même si c'est vrai, grand-mère Edna est morte depuis 8 ans. La dette est morte avec elle. Les dettes ne meurent pas, murmura monsieur Patterson, toujours en train de lire. Elles deviennent partie intégrante de la succession du défunt. Qui a hérité de la succession d'Edna? Ses biens ont été partagés entre ses 3 enfants, dit papa d'une voix rauque. Moi, mon frère Frank et ma sœur Margaret. Avez-vous déclaré ce prêt lors du règlement de la succession? Demanda monsieur Patterson. Le silence répondit à sa question. Le visage d'Angela était passé de l'assurance à la fureur. Et alors? Personne ne le savait? Personne ne va se soucier de vieux papiers poussiéreux datant de 30 ans. En fait, dis-je, l'oncle Frank s'en souciait beaucoup. Avant de mourir l'année dernière, il a examiné les papiers de grand-mère Edna. Il a trouvé des copies du contrat de prêt. Il prévoyait de porter l'affaire en justice, mais il a eu son AVC. Comment sais-tu cela? Demanda papa, sa voix à peine un murmure. Parce que l'oncle Frank m'a tout envoyé avant de mourir. Il savait comment cette famille me traitait. Il savait que j'étais la seule à avoir vraiment passé du temps avec lui après son AVC, tout comme j'étais la seule à rendre visite régulièrement à grand-mère Edna. Il voulait que je connaisse la vérité. Je sortis un autre document. Ceci est le testament de Frank. Dedans, il m'attribue explicitement sa part de toute créance en cours contre la succession de grand-mère Edna. Cela inclut sa part du prêt que vous n'avez jamais remboursé. Les sourcils de monsieur Patterson se haussèrent en examinant le document. Cela semble avoir été correctement exécuté et attesté. C'est insensé, dit maman. Tu ne peux pas simplement. C'est ta famille, Rose. Tu ne peux pas faire ça à ton propre père. L'hypocrisie était à couper le souffle. Vous étiez littéralement en train de m'exclure complètement de l'héritage. Et vous le faisiez avec le sourire. C'est différent, gronda Angela. Ces propriétés appartiennent à papa. Il a bâti ce portefeuille. Il a géré ses locations pendant 3 décennies. Avec l'argent de grand-mère Edna, lui rappelai-je, un argent qu'il avait promis de rembourser avec intérêt. Savez-vous à combien cela s'élève maintenant? 200 000 € à 3% d'intérêt annuel, composé sur 30 ans. Monsieur Patterson calculait déjà sur son téléphone. Environ 485 000 €, à peu près. Papa émit un son étranglé. Angela avait l'air d'avoir la nausée. Mais voici la partie intéressante, continuai-je. Comme vous n'avez jamais déclaré cette dette lors du règlement de la succession de grand-mère Edna, vous avez techniquement fraudé sa succession. Ses autres héritiers, l'oncle Frank et la tante Margaret, avaient droit à leur part de ce remboursement de dette. En la dissimulant, vous leur avez refusé plus de 60 000 € chacun. Tante Margaret n'est pas au courant, dit papa désespérément. Il n'y a aucune raison de l'impliquer.
En fait, elle est au courant. Je l'ai appelée la semaine dernière. Elle a été très intéressée d'apprendre que son frère était assis sur une dette d'1 demi-million d'euros, tout en prétendant qu'il n'y avait pas d'actifs importants dans la succession de grand-mère. Angela frappa la table de sa main. C'est du chantage. Non, dis-je calmement. Le chantage consisterait à menacer de révéler cela, à moins que vous ne me donniez quelque chose auquel je n'ai pas droit. Je fais simplement valoir un droit légal sur une dette, qui était légitimement due et a été indûment dissimulée. Monsieur Patterson était passé de mal à l'aise à profondément préoccupé. Gérald, Patricia, je dois vous parler en privé. Cette situation a des implications juridiques importantes. Qu'est-ce que cela signifie pour les propriétés, exigea Angela. Elle ne peut pas les prendre. Nous les gérons depuis 30 ans. Nous les avons mérités. La dette crée un privilège sur les actifs de papa, expliquai-je, y compris les propriétés de destin. Comme il n'a jamais remboursé le prêt, et comme il l'a dissimulé lors du règlement de la succession, tante Margaret et moi, en tant qu'héritière de la créance de l'oncle Frank, avons le droit légal d'en poursuivre le recouvrement. Quelle est ta part, demanda maman, la voix vide. L'oncle Frank détenait un tiers de la succession de grand-mère Edna, donc sa part de la dette serait d'environ 160 000 euros. La part de tante Margaret est la même. Ensemble, on nous doit plus de 320 000 euros, plus des dommages-intérêts potentiels pour la dissimulation frauduleuse. La pièce semblait manquer d'air. Angela fixait son téléphone comme s'il pouvait lui offrir une issue. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Il y a plus, dis-je doucement. Les revenus locatifs de ces propriétés sur 30 ans, des revenus qui auraient dû légitimement servir à rembourser la dette, constituent des dommages supplémentaires. Si nous poursuivons cette affaire en justice et que nous gagnons, dit Monsieur Patterson, son sang-froid professionnel se fissurant, un tribunal pourrait déterminer qu'une partie de tous les revenus locatifs perçus sur 3 décennies devrait être allouée au remboursement de la dette. Cela pourrait représenter des millions, ajouta-t-il. Facilement, dis-je, en gardant une voix stable, bien que mon cœur s'emballe. Surtout si l'on considère que papa a utilisé les bénéfices de ses premières propriétés pour en acquérir 4 autres au fil des ans. Tout le portefeuille existe grâce à l'investissement initial de grand-mère Edna. Le visage d'Angela était passé du rouge au blanc. Tu détruis cette famille pour de l'argent. L'accusation sonna faux, ricochant sur l'armure que j'avais bâtie au fil des années de rejet. Ce n'est pas moi qui ai décidé que l'argent était plus important que la famille. Cela a été décidé lorsque vous vous êtes tous réunis ici pour m'exclure complètement, pour me punir d'avoir eu l'audace de choisir ma propre voie. Nous t'avons donné toutes les chances, dit papa, mais sa voix était faible. Vous m'avez donné des ultimatums. Rejoindre l'entreprise familiale ou être rejeté. Épouser le bon type d'homme ou être jugé. Avoir des enfants selon votre calendrier ou être considéré comme égoïste. Chaque choix que j'ai fait, qui ne servait pas votre vision, me rendait moins digne à vos yeux. Les lèvres de maman se pressèrent en une ligne fine. Tu as toujours été si dramatique. Étais-je dramatique quand je restais assise avec grand-mère Edna, chaque mardi, pendant les 3 dernières années de sa vie? Quand je lui tenais la main pendant qu'elle racontait des histoires que vous étiez trop occupé pour écouter? Elle m'a parlé du prêt qu'elle a fait à papa. Elle m'a dit qu'elle craignait qu'il ait oublié que c'était un prêt, qu'il ait commencé à le considérer comme un cadeau, parce que c'était plus facile. Elle voulait que je sache la vérité. Les larmes menaçaient, mais je les ravalais. Elle m'a dit où trouver les documents. Elle a dit que si jamais j'en avais besoin, je devais me souvenir qu'elle m'aimait, et qu'une vraie famille ne vous abandonne pas pour avoir choisi votre propre bonheur. Le silence s'étira. Quelque part dans le bâtiment, un téléphone sonna. Une porte se ferma. Les bruits ordinaires des affaires continuaient, tandis que notre famille implosait. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement papa. « Ce que je veux, répétai-je. Au début, je ne voulais rien. Je n'avais aucune intention d'utiliser ces informations. Je les ai mises dans un coffre-fort et j'ai essayé de les oublier. Même lorsque l'oncle Frank m'a exhorté à agir avant de mourir, j'ai hésité, car malgré tout, vous êtes toujours mes parents. Angela est toujours ma sœur. Alors pourquoi en parler maintenant, exigea maman. Parce que vous avez clairement montré aujourd'hui qu'il n'y a pas de place pour moi dans cette famille, à moins que je ne renonce à qui je suis. Vous étiez prêt à tout donner à Angela, tout en ne me donnant rien. Non pas à cause d'un véritable grief, mais parce que j'ai osé être différente. Vous m'avez appris que dans cette famille, l'amour est transactionnel.
Alors, très bien, faisons une transaction. Angela retrouva sa voix. Tu veux de l'argent? Combien? Je veux ce qui est dû. La dette, les intérêts, et un décompte des revenus locatifs qui auraient dû être alloués au remboursement. Mais je suis prête à négocier un règlement. En échange de quoi? Demanda papa, las. Un partage équitable des propriétés. 4 propriétés pour Angela, 4 pour moi, plus un remboursement officiel de la dette depuis vos comptes personnels, et non depuis les propriétés elles-mêmes. 200 000 euros, à partager entre tante Margaret et moi. C'est insensé, dit Angela. Les propriétés seules valent plus de 6 millions. Tu obtiendrais 3 millions en immobilier, plus 100 000 euros en espèces. Moins que ce à quoi j'ai légalement droit, fis-je remarquer. Si nous allons au tribunal et que je gagne, je pourrais potentiellement réclamer des dommages-intérêts qui éclipseraient ce montant. C'est une offre généreuse. M. Patterson hocha lentement la tête. Elle a raison. Compte tenu de la dissimulation et des intérêts composés, un tribunal pourrait être très sympathique à la position de la plaignante, sans parler des implications pénales potentielles de la fraude successorale. Papa tressaillit au mot pénal. Vous avez 48 heures, dis-je en me levant. Après cela, j'intente un procès. Tante Margaret est déjà prête à se joindre à l'action. Nous avons des avocats prêts à agir. Rose, s'il te plaît, dit maman, et pour la première fois, j'entendis autre chose que du jugement dans sa voix. De la peur, peut-être. Réfléchis à ce que tu fais. J'y ai réfléchi. Je n'ai pensé à presque rien d'autre depuis que l'oncle Frank est mort et m'a laissé ces informations. Je me suis demandé, avec angoisse, si agir ainsi faisait de moi une personne aussi mauvaise que vous l'avez toujours cru. Mais vous savez ce que j'ai réalisé. Vous allez penser le pire de moi, quoi qu'il arrive. Au moins, de cette façon, je peux assurer mon avenir, avec des biens qui auraient moralement dû être partagés avec moi depuis le début. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause. Angela, tu recevras quand même 4 propriétés d'une valeur d'environ 2,5 millions d'euros. Tu auras toujours ton héritage. Les 4 propriétés que je réclame, celles d'origine en bord de mer, achetées avec le prêt de grand-mère, valent environ 3 millions. Ça s'appelle l'équité. Je sais que c'est un concept étranger dans cette famille, mais il est peut-être temps que vous l'appreniez. La porte se referma derrière moi avec un léger déclic. Mes mains tremblaient, l'adrénaline inondant mon système. Je l'avais fait. Je leur avais vraiment tenu tête. Mon téléphone vibra avant que j'atteigne l'ascenseur. Le nom d'Angela s'afficha à l'écran. Je refusai l'appel et bloquai immédiatement son numéro. Une autre vibration papa cette fois. Refusé. Un texto de maman, comment as-tu pu nous faire ça? Je répondis, demandez-vous pourquoi vous avez trouvé acceptable de me le faire à moi d'abord. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Alors que j'entrais, mon téléphone sonna de nouveau. C'était tante Margaret. Tu l'as fait? Demanda-t-elle quand je répondis. Je l'ai fait. Et ils ont 48 heures pour accepter le règlement, ou nous intentons un procès. Tante Margaret rit, un son aigu de satisfaction. Bien joué, ma grande. Ta grand-mère serait fière. Elle disait toujours que tu avais une volonté de faire ce qui manquait aux autres. J'ai la nausée, avouai-je. C'est parce que tu as une conscience. Mais Rose, écoute-moi. Ton père a dissimulé cette dette. Il nous a spoliés, Frank et moi, de notre héritage légitime. Il a vécu sur un grand pied, avec de l'argent qui aurait dû être remboursé il y a des décennies. Tu n'es pas la méchante ici. Angela ne me parlera plus jamais. Angela ne te parlait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Tu le sais bien. La vérité de ses propos me piqua. Nos 3 dernières conversations avaient été Angela me demandant de garder son chien, de la recommander pour un article de presse et de faire un don pour son gala de charité. Quand j'avais eu besoin d'aide pour déménager, elle avait été trop occupée. Et s'il refuse le règlement? Demandai-je. Alors nous les traînons en justice, et nous gagnerons. J'ai déjà parlé à mon avocat. Il dit que nous avons un dossier en béton. La documentation est impeccable, et la dissimulation lors du règlement de la succession nous donne un avantage supplémentaire. Il serait idiot de refuser, mais l'orgueil rend tout le monde idiot. Je connaissais assez bien ma famille pour savoir qu'ils pourraient choisir une bataille judiciaire destructrice plutôt que d'admettre leur tort.
Les 48 heures suivantes s'écoulèrent lentement. Je dormis à peine, sursautant à chaque notification. Avant que je la bloque, Angela avait appelé 17 fois, laissant des messages vocaux de plus en plus hostiles. Le dernier me traitait de sorcière vengeresse qui pourrirait en enfer. Maman envoya une série de mails de plus en plus désespérés, expliquant comment je déchirais la famille et trahissais ton père après tout ce qu'il a fait pour toi. L'ironie lui échappait apparemment. Le matin du deuxième jour, je reçus une visite inattendue à mon appartement. La sonnette retentit à 7 heures du matin, me tirant du premier sommeil décent que j'avais réussi à avoir depuis des jours. Quand je vérifiais l'interphone vidéo, Angela se tenait là, ses lunettes de soleil de créateur ne parvenant pas à cacher les cernes sous ses yeux. Contre toute attente, je la laissai monter. Elle entra dans mon modeste appartement d'une chambre comme si elle visitait une scène de crime. Son regard balaya mes meubles de brocante, mes étagères bondées de livres, la pile de prix de journalisme d'investigation prenant la poussière sur mon classeur des prix qui n'avait jamais mérité une seule félicitation de ma famille. Un café, proposai-je, surtout parce que j'avais moi-même besoin de caféine. Je ne suis pas là pour les politesses. Angela resta debout, les bras croisés sur la défensive. Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre comment tu as pu faire ça. Comment tu as pu être si calculatrice. Je me versai un café, prenant mon temps avec la crème et le sucre. Le calcul ne te posait aucun problème quand il te profitait. Hier, tu célébrais le fait de tout prendre pendant que je n'avais rien. C'est différent. Ces propriétés sont l'héritage de papa. Il a construit ça à partir de rien. Avec l'argent de grand-mère Edna, lui rappelai-je, un argent qu'il n'a jamais remboursé. La mâchoire d'Angela se crispa. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça? Nous sommes sœurs. Nous étions proches, avant que tu décides que cette famille n'était pas assez bien pour toi. Ce révisionnisme historique me blessa plus que l'hostilité franche. Nous étions proches quand je faisais tout ce que tu voulais. Quand j'étais ton acolyte, ton soutien, ton support émotionnel pratique. Dès que j'ai choisi ma propre voie, tu m'as traité comme une traîtresse. Parce que tu es parti, dit Angela, sa voix se brisant légèrement. Tu es allé dans cette université hors de l'État, puis tu es resté dans le journalisme, même quand papa t'a offert un poste avec tous les avantages et le double de ton salaire de journaliste. Tu as choisi les histoires d'inconnus plutôt que notre entreprise familiale. J'ai choisi ma passion plutôt que vos attentes. Il y a une différence. Elle secoua la tête, s'affaissant sur mon canapé d'occasion sans y être invitée. Tu te souviens quand nous étions enfants? On jouait dans le bureau de papa, en faisant semblant de conclure de grosses affaires. Tu disais que tu voulais diriger l'entreprise avec moi un jour. J'avais 8 ans, Angela. Les enfants disent beaucoup de choses. Ils changent aussi, grandissent, développent leurs propres rêves. Mais tu n'as pas seulement changé de carrière. Tu as tout changé. Tu as cessé de venir au dîner de famille. Tu as déménagé à l'autre bout de la ville. Tu as manqué les fêtes. L'accusation était si manifestement injuste que j'en ris presque. J'ai manqué les fêtes parce que j'ai été explicitement désinvité après avoir dit à papa que je ne rejoindrais pas l'entreprise. Maman m'a envoyé un email, Angela, disant que si je ne faisais pas partie de l'entreprise familiale, je devrais peut-être laisser à tout le monde de l'espace pendant les fêtes. C'était son mot, espace. Angela cligna des yeux. Ce n'est pas. Elle n'aurait pas demandé si tu ne me crois pas. C'était en novembre 2016. Je venais de gagner un prix de journalisme régional pour une enquête sur la discrimination au logement. Je vous ai tous envoyé l'article. Personne n'a répondu. Puis maman a envoyé cet email, 3 jours avant Thanksgiving. Le visage de ma sœur avait pâli. Je ne savais pas, tu n'as pas demandé. Aucun de vous n'a demandé. Vous avez simplement accepté le récit selon lequel j'avais abandonné la famille, que je me croyais trop bien pour vous tous. C'était plus facile que de se demander si, peut-être, la famille m'avait abandonné en premier. Angela resta silencieuse un long moment, fixant ses mains manucurées. C'est toujours notre famille, Rose. Quoi qu'il soit arrivé, quels que soient les malentendus, nous pouvons les réparer. Mais pas comme ça. Pas avec des avocats et des menaces. J'ai essayé de réparer les choses autrement pendant 15 ans, dis-je. J'ai essayé d'être compréhensive, d'être patiente, de prouver ma valeur par mes réussites. Rien n'a fonctionné. Vous avez tous clairement montré que dans cette famille,
la conformité est le prix de l'acceptation. Alors, tu nous punis. Tu prends la moitié des biens de papa parce que nous avons blessé tes sentiments. Le mépris désinvolte de années de violence psychologique, réduite à des sentiments blessés, alluma quelque chose de brûlant et de vif dans ma poitrine. Je réclame ce qui aurait dû être à moi depuis le début. Le prêt de grand-mère Edna a créé une obligation. Cette obligation n'a jamais été remplie. Si papa l'avait remboursé comme promis, avec les 3% d'intérêt convenus, la succession qu'elle a laissée à ses enfants aurait inclus ses 485 000 euros. L'oncle Frank, la tante Margaret et papa en auraient tous bénéficié. Mais papa a tout gardé pour lui. Il a bâti l'entreprise, insista Angela. Il a pris le risque, a fait le travail, a géré les propriétés. Avec un capital qu'il était censé rembourser. Angela, si je t'empruntais 200 000 euros avec la promesse de te les rembourser avec intérêt, puis que je les gardais et que je bâtissais un portefeuille de plusieurs millions d'euros, considérerais-tu cela comme juste? Hausserais-tu les épaules en disant, eh bien, elle a fait le travail? Elle ne répondit pas, le contrat de prêt existe, continuai-je. Il est juridiquement contraignant. Papa l'a dissimulé lors du règlement de la succession, ce qui signifie qu'il a fraudé l'oncle Frank et la tante Margaret. Je ne punis personne. Je corrige une injustice qui aurait dû être réparée il y a des années. Angela se leva brusquement. Très bien, prends les propriétés. Prends l'argent. Mais ne prétends pas que c'est une question de justice. C'est une question de vengeance. Tu es en colère que nous n'ayons pas vénéré tes choix, alors tu déchires cette famille. Non, dis-je doucement. Vous l'avez déchiré quand vous avez rendu l'amour conditionnel à l'obéissance. Je refuse simplement de prétendre que les morceaux s'emboîtent encore. Elle partit sans un mot de plus, la porte se refermant avec assez de force pour faire trembler les cadres sur mon mur. Je passai le reste de la journée à examiner des documents avec mon avocat, Jonathan Marsh. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au regard vif, spécialisé en droit des successions, qui avait sauté sur l'affaire lorsque je l'avais contacté pour la première fois 3 mois auparavant. « Votre sœur vous a rendu visite ?» demanda-t-il lorsque je mentionnai la confrontation du matin. Apparemment, la loyauté familiale inclut la manipulation émotionnelle, mais pas les transactions financières honnêtes. Jonathan sourit sombrement. D'après mon expérience, les familles ont souvent des définitions intéressantes de la loyauté. Comment tenez-vous le coup? J'ai connu des jours meilleurs. Je n'arrête pas de douter, de me demander si je suis vengeresse. Laissez-moi être clair sur une chose, dit Jonathan en se penchant en avant. La dissimulation de cette dette par votre père, lors du règlement de la succession, n'était pas seulement moralement répréhensible, c'était potentiellement criminel. La fraude successorale est passible de sanctions sévères. Si Frank et Margaret l'avaient découvert par eux-mêmes et avaient poursuivi l'affaire de manière agressive, votre père aurait pu faire face à des poursuites judiciaires. Je ne veux pas qu'il soit poursuivi. Je veux juste ce qui est juste. C'est pourquoi votre offre de règlement est remarquablement généreuse. Vous êtes en droit de réclamer des dommages-intérêts bien au-delà de ce que vous demandez. Le fait que vous soyez prête à partager les biens équitablement, plutôt que de réclamer la totalité de la dette, montre une grande retenue. Ces paroles m'aidèrent, mais elles n'effacèrent pas la culpabilité lancinante qui s'était installée. Malgré tout, c'étaient toujours mes parents, ma sœur. Les personnes qui m'avaient élevé, célébré mes anniversaires d'enfance, appris à faire du vélo. Vous ai-je déjà parlé de mon frère aîné? Demanda soudainement Jonathan. Je secouai la tête. Déni. C'était l'enfant prodige. Athlétique, charismatique, entré à Yale avec une bourse complète. J'étais le deuxième enfant, tranquille, qui aimait les livres et les échecs. Déni est mort dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans. Un chauffard ivre. Après sa mort, mes parents ne pouvaient plus me regarder sans voir ce qu'ils avaient perdu. Chacune de mes réussites était comparée au fantôme de ce que Déni aurait pu accomplir. Je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est que je comprends les dynamiques familiales qui vous font sentir invisible. Je comprends aussi la culpabilité qui accompagne le fait de se défendre. Mais Rose, vous devez vous demander, conseilleriez-vous à une amie, dans votre situation, d'accepter d'être complètement déshéritée, alors qu'elle a des motifs légaux pour réclamer ce qui lui est légitimement dû? Non, admis-je. Alors, accordez-vous la même compassion que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez. Ce soir-là, mon téléphone sonna avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli refuser,
mais quelque chose m'a poussé à répondre. Rose, c'est tante Margaret. Salut. Est-ce que tout va bien? C'est à moi de te poser cette question. Angela m'a appelé aujourd'hui. Elle est très en colère. Mon estomac se noie. Je suis sûr qu'elle t'a donné sa version des faits. Elle l'a fait. Elle a aussi dit des choses sur toi que je ne répéterai pas, car elles étaient méchantes et fausses. Après avoir raccroché avec elle, j'ai appelé ton père. Et je lui ai dit que s'il ne trouvait pas un accord avec toi, je financerais personnellement ta bataille juridique et témoignerais en ta faveur. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je lui ai aussi dit exactement ce que je pensais d'un homme qui frauderait ses propres frères et sœurs, puis punirait sa fille pour avoir refusé de prétendre que cela n'était jamais arrivé. Des larmes me piquèrent les yeux. Merci. Ne me remercie pas de faire ce qui aurait dû être fait il y a 8 ans. Quand Franck a trouvé ces documents et me les a montrés, je voulais affronter Gérald immédiatement. Franck m'a convaincu d'attendre, disant qu'il gérerait ça en douceur. Puis il a eu son AVC, et, eh bien, les choses se sont compliquées. Il m'a légué sa part de la créance dans son testament. Quand Franck a trouvé ces documents dans les papiers de grand-mère, juste après sa mort, il y a maintenant 8 ans, et me les a montrés, je voulais affronter Gérald immédiatement. Franck m'a convaincu d'attendre, disant qu'il gérerait ça en douceur, de frère à frère. Mais Franck n'arrêtait pas de repousser, probablement parce qu'il ne voulait pas admettre que son propre frère l'avait trompé. Puis il a eu son AVC, environ 2 ans plus tard, et quand il a suffisamment récupéré pour penser clairement, il a décidé de gérer les choses différemment. Il est venu me voir, dis-je doucement. Il l'a fait, confirma TL, il y a environ 6 ans. Il a dit que tu étais la seule dans la famille à avoir la trempe nécessaire pour mener cela à bien. Il m'a dit qu'il te laissait sa part de la créance dans son testament. Franck t'a toujours aimé, tu sais. Il te trouvait brillante. Il disait que ton travail de journaliste lui rappelait Edward R. Murrow. Je souris à travers mes larmes. Il m'a dit un jour que les meilleures histoires sont celles qui mettent les gens puissants mal à l'aise. Ça ressemble bien à Franck. Écoute, continua tante Margaret, sa voix s'adoucissant. Je veux que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive avec tes parents et Angela, tu seras toujours la bienvenue chez moi. Tu es ma nièce, je t'aime, et je suis fier de la femme que tu es devenue. Ta grand-mère l'était aussi. Après avoir raccroché, je restais assise dans l'obscurité grandissante de mon appartement, et je me laissais sentir tout le poids des 2 derniers jours. La peur, la colère, le deuil pour la famille qui aurait pu être, mais qui n'a jamais été. Papa appela une fois, à 2 heures du matin. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Rose, sa voix était rauque, épuisée. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je t'écoute. Quand ta grand-mère m'a donné cet argent, j'étais désespéré. Le marché immobilier changeait, et j'ai vu une opportunité qui ne se présenterait plus jamais. Elle a dit oui tout de suite. N'a pas hésité. Nous avons signé les papiers, elle y tenait, elle voulait que tout soit en règle et légal. Mais au fil des ans, chaque fois que j'essayais d'aborder le remboursement, elle balayait la question d'un revers de main. Plus tard, Gérald, disait-elle. Nous réglerons ça plus tard. Après quelques années, je me suis convaincu qu'elle avait oublié. Que peut-être, elle ne s'attendait pas vraiment à être remboursée. Mais tu savais que ce n'était pas vrai, dis-je. Les documents légaux existaient. Elle avait des copies. Silence. Oui, dit-il finalement. Je le savais. Quand elle est morte et que nous réglions sa succession, je savais que ces documents existaient quelque part. J'aurais dû les déclarer. Mais à ce moment-là, le montant avait tellement augmenté, avec les intérêts composés, que j'ai paniqué. Je me suis dit que Franck et Margaret s'en sortaient bien financièrement, qu'ils n'avaient pas besoin de l'argent. Je me suis trouvé toutes les excuses possibles. Est-ce que ça a marché, demandai-je. As-tu cessé de te sentir coupable? Jamais. Ça me ronge depuis 8 ans. À chaque réunion de famille, à chaque fête, j'ai attendu que le couperet tombe. Quand Franck a trouvé ces documents, juste après la mort de maman, j'ai su que ce n'était qu'une question de temps. Alors pourquoi m'as-tu traité comme tu l'as fait, demandai-je doucement. Pourquoi m'exclure complètement, alors que tu devais savoir que l'oncle Franck aurait pu partager cette information avec quelqu'un? Il soupira lourdement. Parce que tu me rappelais ma mère. La même indépendance,
le même refus d'être intimidé ou acheté. Ça me terrifiait, Rose. Tu me terrifiais, parce que je savais que tu étais la seule qui pourrait réellement me demander des comptes. L'aveu flottait dans l'obscurité entre nous. Alors, tu as essayé de me repousser en premier, dis-je. Faire de moi le vilain petit canard de la famille, pour que mon opinion n'ait pas d'importance. Quelque chose comme ça. Je n'en suis pas fier. Est-ce que maman est au courant de la dette? L'a-t-elle toujours su? Une autre pause. Elle l'a découvert il y a environ 5 ans. Elle voulait que je le dise à Frank et Margaret, que je règle ça correctement. Je l'ai convaincu de se taire. Je lui ai dit que ça détruirait la famille, qu'il n'y avait pas de bonne façon d'admettre ce que j'avais fait. Elle a choisi de me protéger plutôt que de faire ce qui était juste. Et Angela? Angela ne sait rien. Elle croit sincèrement que ses propriétés sont entièrement à moi, gagnées par mes propres efforts. Dans son esprit, les lui donner tout est logique, car c'est elle qui a travaillé dans l'entreprise pendant que tu es parti. Au moins, la cruauté d'Angela venait de l'ignorance plutôt que du calcul, murmurai-je. Maigre consolation. J'ai besoin de savoir, dit papa. Si nous acceptons tes conditions, est-ce que ce sera fini? Ou est-ce que tu nous le reprocheras pour toujours? Je ne suis pas intéressé par les jeux de pouvoir, papa. Je veux ce qui est juste, et ensuite je veux avancer dans ma vie. Que nous avancions en tant que famille ou en tant qu'étrangers, cela dépend de vous. Les propriétés que tu veux, dit-il lentement. As-tu des propriétés précises en tête? Les 4 propriétés d'origine qui ont été achetées avec le prêt de grand-mère. Ce sont celles qui auraient dû servir à rembourser la dette depuis le début. Ce sont les plus précieuses, dit-il doucement. Elles sont en bord de mer, je sais. C'est juste, étant donné les circonstances. Angela sera furieuse. Angela aura 3 millions d'euros en immobilier, dis-je. Elle s'en remettra. Nous restâmes silencieux un moment, le poids de 30 ans de dysfonctionnement familial pesant à travers la ligne téléphonique. Je suis désolé, dit finalement papa. Pour tout. Pour t'avoir fait sentir que tu devais être quelqu'un que tu n'étais pas. Pour avoir choisi le confort plutôt que le courage. Pour avoir appris à Angela que la cruauté était acceptable, tant qu'elle t'était destinée. Je suis désolé, Rose. Les larmes vinrent enfin, chaudes et amères. J'avais besoin d'entendre ça il y a 15 ans, papa, avant de passer toute ma vie d'adulte convaincu qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais en moi. Il n'y a rien de mauvais en toi. Il n'y en a jamais eu. Tu es brillante et courageuse, et j'ai été un lâche. Oui, acquiesçai-je doucement. Tu l'as été. Si nous faisons ça, si nous acceptons tes conditions, pourrons-nous essayer d'être une vraie famille? Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Cela dépend si vous êtes réellement prêt à changer, ou simplement prêt à faire tout ce qu'il faut pour éviter des conséquences juridiques. C'est juste. J'ai besoin de ta réponse d'ici demain soir. 17 heures. Après ça, j'intente un procès. Tu l'auras, promit-il. L'appel se termina. Je restai assise dans mon appartement sombre, le téléphone serré dans ma main, et je me laissais pleurer. Pas de tristesse, exactement, mais de soulagement, de l'épuisement d'avoir porté des années de rejet et de doute. De la victoire douce amère d'être enfin vue, même s'il a fallu une menace légale pour y parvenir. Le lendemain, à 16h47, Monsieur Patterson appela. Ils ont accepté, dit-il. Toutes les conditions. Votre père est prêt à exécuter les transferts de propriété et à organiser le remboursement de la dette. Angela a accepté, bien qu'on m'ait dit qu'elle n'en est pas heureuse. Le soulagement fut immédiat et écrasant. Je m'étais à moitié attendu à ce qu'il refuse, à ce qu'il choisisse une bataille judiciaire par pur entêtement. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, demandai-je. Je crois que l'appel de votre tante Margaret à votre père a eu un poids considérable. De plus, j'ai peut-être exposé les implications pénales potentielles en des termes assez crus lors de notre consultation de suivi. Votre père a compris que le règlement était de loin sa meilleure option. Le processus de transfert de propriété prit 3 mois. Les avocats des deux côtés travaillèrent sur la paperasserie complexe, transférant 4 propriétés d'une valeur d'environ 3,5 millions d'euros à mon nom, 4 propriétés d'environ 2,5 millions à Angela, et organisant le paiement en espèces de 100 000 euros chacun à tante Margaret et à moi-même pour nos parts de la dette impayée. J'ai rencontré papa et maman une fois pendant le processus, au bureau de Monsieur Patterson,
pour signer des documents préliminaires. Maman avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Elle n'osait pas me regarder, signant les papiers avec des mains tremblantes. Papa, étonnamment, semblait plus léger, comme libéré d'un fardeau. J'ai parlé aux gérants immobiliers, dit-il une fois la paperasserie terminée. Je leur ai expliqué quelle propriété vous allez reprendre. Ce sont de bonnes personnes. Ils rendront la transition facile pour vous. Merci. Les propriétés en bord de mer, les 4 d'origine, nécessitent plus d'entretien à cause de l'air salin et du trafic touristique, mais elles rapportent aussi les loyers les plus élevés. Tu devras prévoir un budget pour les réparations. Il me donnait des conseils, de vrais conseils utiles, sans condescendance, sans critique. C'était si inattendu que je ne savais pas comment répondre. J'ai aussi préparé un dossier pour toi, continua-t-il en sortant un classeur épais. Calendrier d'entretien, informations sur les impôts fonciers, police d'assurance, contacts d'entrepreneurs, tout ce dont tu auras besoin. Je pris le dossier, nos doigts se touchant brièvement. Sa main était froide. Papa, je ne cherche pas le pardon, dit-il rapidement. Je ne le mérite pas, mais je peux au moins m'assurer que tu as les informations nécessaires pour réussir. Ces propriétés ont été bâties sur la confiance de ta grand-mère en moi. Le moins que je puisse faire, c'est de t'aider à honorer son investissement. Maman parla enfin, sa voix à peine audible. Viendras-tu pour Thanksgiving cette année? La question flottait dans l'air, comme une chose fragile, facilement brisée. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Nous avons beaucoup de choses à régler. Mais peut-être, insista maman. Peut-être avec le temps? Peut-être. Si les choses changent. Si je suis vraiment la bienvenue en tant que moi-même, et non en tant que celle que vous auriez souhaité que je devienne. Elle hocha la tête, essuyant ses yeux avec un mouchoir. J'aurais dû être une meilleure mère. J'aurais dû te protéger, au lieu de cautionner les choix de ton père. Je suis désolé, Rose. Les excuses arrivaient avec des décennies de retard, mais elles signifiaient quand même quelque chose. Pas le pardon, exactement, mais peut-être le premier petit pas vers celui-ci. Angela n'assista pas à la signature. Selon M. Patterson, elle avait insisté pour avoir son propre avocat, pour représenter ses intérêts séparément, refusant d'être dans la même pièce que moi. J'essayais de ne pas laisser cela me blesser, mais la plaie était néanmoins là. 2 semaines après la finalisation des documents, je me rendis à Destin pour voir mes propriétés en personne. Le trajet depuis mon appartement dura 7 heures, et j'utilisais ce temps pour digérer tout ce qui s'était passé. Le poids de ce que j'avais fait révéler des secrets enfouis, forcer des confrontations, exiger des comptes. Tout cela semblait à la fois nécessaire et dévastateur. La première propriété était une maison de plage à 2 étages, avec des volets blancs et une véranda qui en faisait le tour. Je me tenais sur le sable, la regardant, et j'imaginais grand-mère Edna voyant la même vue 30 ans plus tôt. Elle avait cru au potentiel de cet endroit, avait confié les économies de sa vie à son fils. Je sortis mon téléphone et appelai tante Margaret. Je suis devant la première propriété, lui dis-je, celle sur Sampipélane. Oh, je m'en souviens. Ta grand-mère l'adorait. Elle disait qu'elle ressemblait à une maison de contes de fées. Elle est magnifique. Je comprends pourquoi ton père est tombé amoureux de cet investissement, dit tante Margaret. Il ne s'est pas trompé sur le potentiel. Il s'est juste trompé en oubliant d'où venait l'investissement initial. Mais Rose, tu es là maintenant. Tu vas faire des choses merveilleuses avec ces propriétés. Je visitais les 4 maisons ce jour-là, rencontrant les gérants, inspectant les lieux, imaginant les vacanciers qui y séjourneraient. Chaque maison avait son propre caractère. L'une était moderne et épurée. Une autre était un cottage de plage confortable. La 3e était une grande maison familiale. La 4e était un refuge romantique, avec une douche extérieure et un hamac tendu entre 2 palmiers. Celle-ci était à moi maintenant, non pas par héritage, ni comme un lot de consolation, ni comme un cadeau assorti de conditions, mais réclamée en défendant ce qui était juste. Ce sentiment était différent de ce à quoi je m'attendais. Il y avait de la fierté, oui, mais aussi de la responsabilité. Ces propriétés représentaient le sacrifice de ma grand-mère, la validation de l'oncle Frank, le soutien de tante Margaret, et mon propre refus d'être effacé. Alors que le soleil se couchait sur le golfe du Mexique, peignant le ciel de nuances orangées et roses, je m'assis sur la véranda de la maison de Sampipélane et appelai ma meilleure amie, Véronica. Elle avait été mon système de soutien tout au long de cette épreuve,
écoutant des heures de délibérations angoissées sur l'opportunité de poursuivre la plainte. « Alors, tu l'as fait ?» dit-elle quand je lui dis où j'étais. « Tu l'as vraiment fait. »« Je l'ai fait. »« Comment te sens-tu » ? Terrifiée, soulagée, triste, pleine d'espoir. Tout ça à la fois. Ça semble assez normal. Ta famille va avoir besoin de temps pour s'adapter. Angela ne s'adaptera peut-être jamais, soupirai-je. Elle ne me parle toujours pas. Angela profite de t'avoir comme bouc émissaire, dit Véronica sans détour. Si elle devait réellement examiner la dynamique familiale, sans pouvoir tout rejeter sur ta trahison, elle devrait peut-être affronter des vérités inconfortables sur elle-même. C'est dur. C'est aussi vrai. Écoute, je t'aime et je t'ai soutenu dans cette épreuve, parce que j'ai vu ta famille te rabaisser pendant des années, mais tu dois te préparer à la possibilité que certaines relations ne puissent pas être sauvées. Non pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles exigent que tu restes petite. Ces mots résonnèrent dans mon esprit longtemps après que nous ayons raccroché. Certaines relations exigent que tu restes petite. Combien de temps avais-je passé à me contorsionner, dans des formes qui pourraient enfin être acceptables pour des gens qui ne cessaient de déplacer les limites. La gérante de la maison de Sampipé, une femme burinée nommée Diane, qui avait travaillé avec papa pendant 15 ans, passa me voir alors que je me préparais à repartir. « Votre père a appelé, dit-elle. Il m'a demandé de m'assurer que vous aviez tout ce dont vous aviez besoin. C'est attentionné de sa part. Ce n'est pas un mauvais homme, dit Diane avec précaution. Mais c'est un homme compliqué. J'ai géré ses propriétés depuis le début. J'ai vu à quel point il a travaillé dur, mais j'ai aussi vu le poids qu'il portait. Au fil des ans, il faisait parfois des commentaires énigmatiques, sur le fait de construire quelque chose de valable, d'espérer que certaines personnes comprendraient ses choix. Je n'ai jamais su exactement ce qu'il voulait dire, mais je savais que quelque chose le hantait. Je regardais l'océan qui s'assombrissait. Pensez-vous que ce que j'ai fait était mal ? Diane réfléchit sérieusement à la question. Je pense que vous avez fait ce que vous deviez faire. Votre père a fait des choix qui ont créé cette situation. Vous ne l'avez pas créée. Vous avez simplement refusé de prétendre qu'elle n'existait pas. Cela demande du courage. Ça ne semble pas courageux. Ça semble destructeur. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de refuser de maintenir de jolis mensonges. Ces maisons seront là bien après nous tous. Ce qui compte, c'est qu'elles sont maintenant bâties sur l'honnêteté, pas seulement sur l'opportunité. Quand j'ai demandé, pouvons-nous tout finaliser dans les 30 jours, j'aurais besoin que vous veniez signer les papiers. Et la part de tante Margaret ? Votre père lui fait un chèque de 100 000 €. Elle a accepté, et elle a accepté de ne pas poursuivre d'autres réclamations. C'était fait. Je possédais 4 propriétés d'une valeur d'environ 3 millions d'euros, et j'avais reçu 100 000 € en remboursement de dette. Plus important encore, je m'étais défendu. J'avais refusé d'être mise de côté par des personnes qui auraient dû m'aimer inconditionnellement. La réunion de famille de Noël, 6 mois plus tard, fut gênante. Maman essayait trop d'être agréable. Papa n'arrêtait pas de me regarder comme s'il n'était pas sûr de savoir qui j'étais. Angela amena son nouveau petit ami et passa toute la soirée à parler bruyamment de ses propriétés, comme si le volume pouvait masquer son ressentiment. Mais tante Margaret me prit à part, ses yeux pétillants de malice. « Ta grand-mère aurait adoré ça », murmura-t-elle. Elle disait toujours que Gérald avait besoin de quelqu'un pour lui demander des comptes. Elle serait en train de se tordre de rire au paradis en ce moment. Je ne suis pas sûr que quiconque dans cette famille considère ce que j'ai fait comme étant divin, dis-je. Non, ils considèrent ça comme terrifiant. Ce qui est encore mieux. Maintenant, ils savent qu'on ne peut pas te marcher sur les pieds. Crois-moi, ça vaut plus que toutes les propriétés réunies. En rentrant chez moi ce soir-là, passant devant des maisons décorées de lumière et des familles visibles à travers les fenêtres, je pensais à la valeur et au mérite. Pendant des années, j'avais mesuré ma valeur à leur approbation. Maintenant, je la mesurais à ma propre intégrité. Les propriétés de destin étaient magnifiques, les revenus locatifs stables et substantiels. Mais le véritable héritage était tout autre, la certitude que je pouvais me débrouiller seul, que je pouvais exiger la justice, même si cela me coûtait tout ce que j'avais un jour espéré d'une famille. Parfois, la seule façon d'avancer est de brûler ce qui ne vous a jamais vraiment servi. Parfois, la seule façon de construire quelque chose de réel est de démolir d'abord la jolie façade que tout le monde s'obstinait à maintenir.
J'avais demandé ce qui m'était dû. Ils ont appelé ça de la cupidité, mais je connaissais la vérité. Parfois, réclamer ce que vous méritez ressemble à de l'égoïsme, aux yeux de ceux qui ont profité de votre silence. Les maisons de plage se dressent sur la côte de Floride, bravant les tempêtes et les saisons touristiques. Je leur rends visite 2 fois par an, marchant sur les mêmes rivages que ma grand-mère a foulé lorsqu'elle a vu pour la première fois le potentiel de cette étendue de sable et de vagues. Elle a pris un risque pour son fils, lui faisant confiance pour honorer sa parole. Il ne l'a pas fait. Mais en lui manquant de respect, il m'a appris quelque chose de précieux sur la confiance, sur la famille, et sur la différence entre l'amour inconditionnel et la permission inconditionnelle de faire du mal. Je louerai ses propriétés pendant des décennies. Je les entretiendrai avec soin, les gérerai avec sagesse, et finirai par les transmettre à quelqu'un qui comprendra leur vraie valeur. Pas seulement leur prix sur le marché, mais leur coût en illusion familiale, en respect de soi enfin conquis, en se levant quand tout le monde s'attendait à ce que je m'assoie et que j'accepte les miettes qu'il m'offrait. C'est ce que je me dis quand la solitude frappe, quand le fantasme de la famille que nous aurions pu être me manque. Je me dis que la vérité vaut le prix des jolis mensonges.